Il passe même sur son lieu de travail pour lui parler. Il est parfois arrivé à Adrian de se cacher sous le comptoir pour l'éviter. Il semblerait que Brian ait arrêté de prendre ses médicaments, qu'il se soit drogué et qu'il n'ait plus aucun souvenir des événements de cette fameuse nuit. Il raconte qu'il est peut-être allé chez elle et qu'il l'a peut-être emmené quelque part, mais il n'est pas sûr. Les enquêteurs y voient un scénario probable pour le crime. Un lycéen solitaire qui essaie d'avoir un rendez-vous avec la fille de ses rêves, il la drague, elle J'ai faim. Pas quelque chose à manger. J'ai presque même pas mangé. Un peu. Comme j'avais parlé hier, fois j'ai mangé un peu de soupe. Et j'ai pas bien mangé. Mais chérie. Enfin, Yannick, c'est comment? Vous dormez? Non, elle ne dort pas. Je me fais un petit encas bien succulent. Un petit encas bien succulent. Une place. Ouais. Ah. Dès que je bouge seulement un peu.
Oh, non, c'est ça. Ah, je vais faire dans... J'ai faim. Et quand j'ai faim, j'ai faim. Comme hier, j'ai trop souffert hier. Hein. s'asseoir. Diane a le contrôle sur son tigre et elle exige qu'il tue Adrian. À suivre. David élabore un plan pour tuer Adrian Jones. Il ne lui reste qu'à trouver le bon moment. Au Texas, les lycéens David Graham et Diane Zamora se préparent à tuer Adrian Jones, âgé de 16 ans. Diane est dévastée quand David lui apprend qu'il l'a trompée. Et quand tu finis le tu viens me dire. David accepte d'appeler Adrien le soir du 3 décembre 1984. Il dit à Adrien qu'il est perdu après ce qu'il s'est passé la dernière fois et qu'il a besoin de la voir.
maison de ses parents vers minuit 30, le 4 décembre. Adrian pense peut-être qu'il s'agit d'un rencard et qu'ils vont recoucher ensemble. David est conduit jusqu'à Beaufort Lake et se gare. Adrian incline son siège en pensant qu'il va passer aux choses sérieuses. Soudain, Diane traverse la banquette arrière et surgit dans la voiture. Elle est cachée dans le coffre depuis le début. Elle se met à crier. David retient Adrian et lui dit que tout va bien et qu'il veut juste lui parler. Diane de qualité. Elle crie. Fais-le. Diane attrape un poids sur le plancher de la voiture et frappe Adrian sur le côté de la tête, lui causant d'importantes blessures au visage. David détourne le regard très certainement horrifié. Cela donne à Adrian la chance de s'échapper. David sort de la voiture et suit Adrian, un pistolet de 9 mm à la main. Les Américains sont fous. Hein. On va j'ai peine de mort. Wesh. Non. Psychose partagée, selon lequel deux personnes dans une relation de codépendance partagent les mêmes délires et agissent en conséquence. Ah oui. Ça pourrait expliquer pourquoi ils ont cru que le meurtre était la solution la plus adéquate pour Ah oui. une histoire de tromperie. Grâce à la lettre d'aveu longue de 4 pages rédigée par David, les enquêteurs disposent maintenant d'assez de preuves pour arrêter Diane Zamora. David et Diane sont tous les deux accusés de meurtre au premier degré. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent la peine de mort. Les médias nationaux s'emparent de l'histoire, qui fait alors la une des journaux à scandale. Un téléfilm est même réalisé à partir des aveux de David qui ont fuité dans la presse. Il y a des photos d'Adrian, de David et de Diane partout. Cela pourrait empêcher David et Diane d'avoir un procès équitable. Contre Ce procès ne sera pas une affaire vite résolue. je peux pas. Le juge Joe Drago préside le procès et décide de juger David et Diane séparément. Ouais, j'en sais. Ok. En vertu de la loi du Texas, ils risquent tous les deux la peine de mort, Bah oui. puisqu'ils avaient plus de 17 ans au moment des faits. À suivre, les meurtriers deviennent célèbres grâce à un procès télévisé très étrange. En février 1998, le procès de Diane Zamora est retransmis en direct. Ça, c'est d'audience de toute l'histoire des procès télévisés. le crime et ses raisons. C'est américain. WA plus. Elle était présente, mais c'était David qui contrôlait la situation. Il a toujours eu le contrôle sur Diane. Et c'est lui le tueur. How many times would you say that David won sex a day on a general rule? An average of 4 times a day, up to 6 or 7. Bah oui, oui, oui. David indicated to you that you had no choice about this. Il y a des choses bizarres. Hein. L'avocat de Diane se sert de dessins, de lettres et d'emails écrits par David. On me prépare un petit encas pour manger.
Ça a du goût. Mhm. Il correspond aux marques sur les douilles et les balles trouvées sur les lieux du crime. Le jury déclare David Graham coupable de meurtre au premier degré. Oui, Il est lui aussi condamné à la prison à vie. oui. En vertu de la loi du Texas, il ne sera pas éligible à la liberté conditionnelle avant l'année 2038. Eh bien, dis donc. Il aura quel âge? Il a 2 jeunes. 2 jeunes. « 16 ans. Parce que tu as compris que ta copine, ton copain est parti coucher avec un jeune de 15 ans. Tu es au courant. Tu leur donnes d'aller la tuer. Hey! Maman, il y a certains gens qui sont amoureux. C'est pour ça que moi-même, le sentiment d'amour, là, j'aime pas trop. Hein. Parce que l'amour peut te changer de... Tu peux changer de vision des choses. Hein. Donc, vraiment que les gens comme moi, alors, moi, c'est un sentiment que j'évite. Moi, j'aime les gens, mais c'est quand mon cœur part quelque part là. C'est la guerre, hein. C'est bien ça. Des crimes presque parfaits à la rencontre de Violette Moussière. D'accord. Moi, j'ai tout ici. Donc, je préfère que tu restes chez toi, je reste chez moi. Parce que, sans vous mentir, à mon âge, si ils nous voient plus vivre dans la même maison avec un homme. On peut vivre ensemble. Si tu n'as pas la tâche, oui. Et ça dépend, hein, mais... J'ai tellement vécu, j'ai tellement été aimé, j'ai tellement aussi été déçu que... Maintenant, là, je vais m'occuper de moi et de moi. On peut vivre ensemble. Chaque personne vit de son côté. Mais on est amoureux. Ça, c'est même l'amour qui est bon, qui est même sucré. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œil taupe, dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes. La cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffet. La chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus sanglants. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Daniel Thierry, commissaire divisionnaire des policiers de choc, nous entraîne au cœur des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire. Le 22 août 1933, à l'heure du dîner, Violette Mosière fait appel à ses parents une forte dose de somnifère. Puis elle s'en va danser. Le lendemain soir, elle rentre et trouve ses parents inanimés. Elle ouvre le gaz et s'en va alerter les voisins en criant que ses parents se sont suicidés. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette jeune fille de 18 ans à commettre l'irréparable? Et pourquoi
Son histoire a autant fasciné l'opinion publique et les intellectuels du quartier latin. Le petit immeuble du 9 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris, semble bien calme, ce mercredi 23 août 1933. Il est 2 heures du matin, quand on frappe avec insistance à la porte de l'appartement de M. Mailleul, au 5e étage. Tiré d'un profond sommeil, il découvre sur le palier sa petite voisine du 6e, Violette Nozière, complètement affolée. « Venez vite, ça sent le gaz chez mes parents. » René Mailleul se précipite, et effectivement, une forte odeur de gaz a envahi le palier. Dans l'appartement, l'atmosphère est suffocante. Pour éviter l'explosion, il n'allume pas la lumière et se dirige à tâtons vers la fenêtre. Il ouvre en grand. Il se dirige ensuite vers la cuisine, où il coupe l'arrivée du gaz. Quelques minutes plus tard, lorsque la pièce est bien aérée, il allume enfin le plafonnier et découvre un spectacle d'horreur. Germaine Nozière, la mère de Violette, gît, inanimée sur le lit de la chambre. Les draps sont couverts de sang. Violette se sent mal. René Mailleul la ramène chez lui, puis il descend chez la concierge, Madame Bourdon, qui dispose d'un téléphone. Il faut prévenir les secours. Tout le monde remonte ensuite dans l'appartement des Nozières. Il ne faut pas beaucoup de temps pour trouver Baptiste, le père. Son corps repose dans le salon, sur le lit de Violette. Lui aussi baigne dans son sang. Lorsque les pompiers arrivent, ils ne peuvent que constater la mort de Baptiste. Germaine, la mère, respire faiblement. Elle est conduite à l'hôpital Saint-Antoine. Personne ne doute qu'il s'agit d'un suicide au gaz. Les policiers ne tardent pas à arriver sur les lieux. Pour eux, la thèse du suicide est la plus vraisemblable. Violette semble effondrée. Elle est jeune, elle a 18 ans. Pourquoi se sont-ils suicidés, demande-t-elle, des larmes dans les yeux. Lorsque le commissaire Gueudet arrive sur les lieux un peu plus tard, il commence une fouille minutieuse de l'appartement. Il découvre le livre de compte de Madame Nozière, où celle-ci note scrupuleusement toutes les dépenses du foyer. Or, rien n'est écrit à la journée du 22 août. Le commissaire en déduit qu'il aurait décidé de se suicider le 22. Le policier fait une autre constatation. En comparant la lecture du compteur à gaz au dernier relevé, le commissaire s'aperçoit que la consommation a été très faible. Comment est-ce possible, s'étonne l'enquêteur, si le gaz s'est échappé du robinet ouvert pendant plusieurs heures? Si le gaz avait été ouvert depuis 12 heures, il y aurait déjà eu une grosse accumulation de gaz dans l'appartement, dans l'ensemble de l'immeuble. Ça aurait senti, les gens s'en seraient aperçus, et puis probablement aussi qu'il y aurait eu une explosion. Ce que les pompiers disent dans un premier temps, c'est qu'il y a très peu de gaz, que le gaz est très rapidement dissipé, et qu'en l'occurrence, dans la deuxième phase de constatation, sur le corps de M. Nozière, qui lui est allongé dans le vestibule, on constate qu'il y a des vomissures un peu partout dans l'appartement, ce qui peut être une indication, non pas d'un suicide de gaz, mais d'un suicide autre chose. Très vite, on va se dire comment une personne qui est morte depuis plus de 12 heures a pu ouvrir le gaz entre-temps pour se suicider. Dubitatif, le commissaire demande à Violette de le retrouver au commissariat à 15 heures. « Nous irons à l'hôpital voir votre mère, lui dit-il. À l'hôpital Saint-Antoine,
Les médecins décèlent rapidement que Madame Nozière souffre d'une intoxication grave provoquée par des substances chimiques. Par contre, l'analyse de sang démontre une absence totale d'oxyde de carbone. Ce n'est donc pas le gaz qui est à l'origine du coma dans lequel se trouve Germaine Nozière. J'écoute les histoires mystérieuses à là-ci. Lorsque le commissaire Gueudet arrive à l'hôpital en compagnie de Violette, il demande s'il peut s'entretenir avec Madame Nozière. Elle ne peut pas vous parler pour le moment, répond le médecin, mais vous pouvez la voir. Le commissaire demande alors à Violette d'attendre dans le bureau de la surveillante. Lorsqu'il revient, quelques minutes plus tard, la jeune fille a disparu. Pourquoi Violette est-elle partie si vite? Aurait-elle quelque chose à se reprocher? Ce départ précipité sème le doute dans l'esprit du commissaire Gueudet. Dans l'après-midi, il retourne à l'hôpital, accompagné cette fois du procureur de la République et du docteur Paul. Madame Nozière est sortie du coma, mais son esprit reste confus. « Essayez de vous rappeler ce qui s'est passé », demande le magistrat. Avec difficulté, Madame Nozière raconte cette soirée du 21 août 1933. Après le dîner, elle et son mari ont absorbé un médicament que Violette leur a rapporté, 3 sachets contenant une poudre blanche. Curieusement, Violette avait insisté pour qu'ils prennent bien le contenu des sachets. Elle-même en avait absorbé un marqué d'une croix noire. Ils avalent la mixture, malgré son goût amer, tellement amer que Germaine n'en boit que la moitié. C'est ce qui la sauvera. Quelques instants plus tard, Jean-Baptiste s'effondre dans le salon. Germaine demande alors à Violette de l'aider à allonger son père sur le lit. Mais après cet effort, c'est elle-même qui tombe violemment en heurtant un montant du lit avec sa tête. Ah, elle affirme aux policiers qu'ils n'ont jamais songé à se suicider. Ah. Moi. Pour le policier, le doute n'est plus permis. Violette Nozière a empoisonné ses parents. Ah. Un nouvel élément vient confirmer cette thèse. L'autopsie pratiquée par le docteur Paul sur le corps de Baptiste Nozière. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police. C'est le professeur Émile Cohn-Abrest en personne, le directeur du laboratoire, qui va procéder à l'analyse. Le professeur Cohn-Abrest, alors directeur du laboratoire, procède à l'analyse des viscères de Baptiste Nozière. Il extrait les poisons des viscères par une technique qu'on appelle méthode d'extraction de stasopologie, qui est une technique encore utilisée actuellement pour l'extraction des poisons dans les viscères. Et il va identifier à l'issue de cette analyse du véronal, qui est un barbiturique, et il va le doser et conclure en fait qu'il a été retrouvé en quantité suffisante pour provoquer la mort de M. Nozière. La dose absorbée correspond à 18 ou 24 comprimés. Une dose mortelle sur un sujet comme Baptiste, présentant des lésions aux reins et au foie. Violette Nozière est donc bien coupable. Mais où est-elle? La jeune fille s'est volatilisée. Il n'y a pas de chance empoisonner quelqu'un La d'autre. presse s'empare de l'affaire dès le 23 août. Elle présente tout d'abord Violette comme une pauvre victime qui, à 18 ans, découvre une tragédie en rentrant chez elle. Mais le 24 août, en apprenant d'une part que le parquet a ouvert une information pour homicide volontaire, d'autre part que le juge d'instruction, M. Edmond Lanoir, a inculpé Violette d'avoir volontairement donné la mort à Baptiste Nozière, son père, et tenté de donner la mort à Germaine Nozière, sa mère, et enfin que le célèbre commissaire Guillaume est chargé de mener l'enquête et de rechercher la prévenue, les journaux se déchaînent contre elle. À la une des quotidiens, on lit des titres assassins. Le monstre en jupon traqué par la police. L'infâme Violette Nozière a signé son crime. La photographie de la jeune fille
chasse au quartier latin à l'odieuse parricide. Des recherches sont lancées dans tous les commissariats de France et son signalement est donné aux frontières. Mais c'est surtout au quartier latin, où Violette a ses habitudes, que les policiers se mettent aux aguets. Violette Nozière, c'était une lycéenne qui avait 18 ans. C'était une fille unique, adulée par ses parents. Ils l'appelaient leur gentille chérie, leur vilaine chérie, leur princesse chérie. C'était une fille à qui ils ne pouvaient absolument rien refuser. Ils l'avaient inscrite. À l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Et le meilleur lycée public pour les jeunes filles était le lycée Fénelon, en plein quartier latin. Très vite, elle sèche les cours, elle invente les prétextes les plus divers, les moins vraisemblables, pour aller perdre son temps. D'abord au cinéma, ensuite elle court les cafés, et elle s'y fait des amis de plus ou moins bonne qualité, et je dirais que c'est à partir de là, dans les années 1930-1931, alors qu'elle n'a encore que 16 ans, c'est là que commence sa vie. Savez-vous quel est le point commun entre la poste, les logements sociaux, la redynamisation des centres-villes, l'aide aux entreprises et la transition écologique? Une petite idée à la fin. Le 28 août, 5 jours après la découverte du crime, le commissaire Guillaume reçoit la visite d'un jeune homme, André de Pinguet. Celui-ci lui révèle qu'il a rencontré ce jour même, dans l'après-midi, une jeune fille qui se fait appeler Christiane Darfeuille, mais qui ressemble étrangement à Violette Nozière. Il doit la retrouver le soir même à 20h30 à la terrasse de la Bière Brune, une brasserie située à l'angle de l'avenue de la Motte-Piquet et de l'avenue Bosquet. Il n'y a pas une minute à perdre. Le commissaire Guillaume envoie 2 de ses hommes à la brasserie. À 8h30 précise, Violette sort de la station de métro École Militaire et se dirige vers le lieu du rendez-vous. Les 2 policiers surgissent et l'arrêtent. Violette n'est pas surprise. Elle s'attendait à ce dénouement. Elle espérait seulement que sa liberté durerait plus longtemps. Conduite au quai des Orfèvres, dans les locaux de la brigade criminelle, elle se retrouve dans le bureau du commissaire Guillaume. Le policier n'a pas le droit de l'interroger avant le juge d'instruction. Guillaume est un grand policier, un fin psychologue. Il sent que Violette est prête à se confier. Il engage alors un dialogue qui le marquera profondément au point de le rappeler dans ses mémoires. Violette est assise dans un fauteuil devant mon bureau, raconte-t-il, la tête enfoncée dans le col de fourrure de son manteau. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demande-t-il. Elle lui raconta alors que son père avait abusé d'elle, alors que sa mère était en voyage. Quand celle-ci fut de retour, elle n'avait rien osé lui avouer, par peur. Dès son arrestation, Violette a donné un mobile très clair, en expliquant que son père abusait d'elle depuis qu'elle avait 12 ans. Ça, ce sont les termes de l'interrogatoire. Et puis elle a détaillé. Donc elle a accusé son père de l'avoir violée et d'avoir entretenu avec elle des relations sexuelles pendant 6 ans. Et elle explique avoir voulu se venger, donc, de son père, qui avait fini par la dégoûter à partir du moment où elle avait commencé à avoir des amants, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Alors qu'elle continuait à se confier, le juge entra dans le bureau. « Monsieur Guillaume, vous ne devez pas interroger cette personne, dit-il assez sèchement. C'est un cas de nullité. » Il est 23h55 lorsque le juge Edmond Lanoir ouvre le dossier 811. Affaire Nozière. Il commence officiellement son interrogatoire. « Vous avez le droit de demander l'assistance d'un avocat, dit-il. Mais vous êtes libre de faire toute déclaration dès maintenant, si vous préférez. » « Je préfère m'expliquer maintenant, lui répond Violette. Le 21 août,
c'est bien moi qui ai fait prendre à mes parents une poudre blanche. C'était du Véronal, un puissant somnifère. On avait acheté 3 tubes, j'ai ensuite broyé les comprimés, j'ai partagé la poudre en 2 sachets et j'ai insisté pour qu'ils boivent la mixture. Les premiers aveux enregistrés, le magistrat demande que l'inculpé soit conduit au dépôt. Dans l'appartement du crime, au 9 rue de Madagascar, les policiers continuent leurs investigations. Sur le buffet de la cuisine, ils trouvent une lettre cachetée destinée à un certain Jean Dabin. Dans cette lettre, Violette demande au jeune homme de dire à ses parents s'il veut demander sa main. Sur la table de la salle à manger, les enquêteurs trouvent 3 sachets, dont un marqué d'une croix. Ils ont contenu la fameuse poudre. Les sachets sont transmis au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police. Ça n'a pas de prix. Oui, je n'aime pas. J'étais en train d'écouter les histoires. Je ne peux pas. Depuis quelque temps, le bon ami de Violette et la petite bande du quartier latin les voient souvent ensemble. Le quartier latin, à l'époque, c'était un grand village. Tout le monde connaissait tout le monde, les ragots circulaient sur les uns et sur les autres. Et fin juin 1933, l'ami d'un ami lui présente un étudiant en droit nommé Jean Dabin. L'étudiant pas très pressé de passer ses diplômes, un étudiant qui traîne un petit peu comme Violette Nozière, il accumule les bonnes fortunes, il accumule une vie paresseuse et désœuvrée dans les cafés du quartier latin, et de temps en temps, il va faire un tour à la faculté de droit. Lui et Violette se rencontrent, et comme dans les romans, c'est une histoire d'amour qui commence. Pendant les quelques semaines que va durer leur liaison, eh bien, elle se croira au paradis. Le problème, c'est que pour Jean Dabin, Violette Nozière, c'est une bonne fortune, pas mal d'autres, une fille pour laquelle il n'a pas de sentiment particulier, et surtout une fille dont il va profiter. Violette Nozière, pour ne pas perdre l'amour qu'elle a enfin trouvé, s'invente une vie de milliardaire. Jean Dabin, qui devait profiter des situations, se fait financer non seulement le café, le restaurant, le cinéma, l'hôtel, mais également ses costumes, son habillement. L'enquête révélera qu'elle lui avait versé plus de 1000 francs, c'est-à-dire le salaire de l'ouvrier moyen de l'époque. On commence à pressentir un des rouages qui aurait poussé Violette jusqu'au crime. Nous sommes au mois d'août. Le juge Lanoir convoque Jean Dabin. Ce dernier confirme qu'il fréquente Violette. Elle s'est présentée à lui comme étant une fille aisée, travaillant dans la couture. Elle lui a raconté que son père a un poste important au PLR, la fameuse compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. Elle lui donne régulièrement de l'argent et il ne voit aucun inconvénient à accepter car il est persuadé qu'elle est riche. Ah ouais. Un comportement inélégant, mais pas répréhensible. Le jour du crime, Jean Dabin était en Bretagne chez son oncle. Il n'y a donc aucune raison de le retenir. Mais la presse et l'opinion publique gardent de ce personnage l'image d'un gigolo, ce qui lui cause beaucoup de problèmes. Tout d'abord à l'université, où on se détourne de lui à tel point qu'il donne sa démission. Puis sa famille lui reproche aussi d'avoir sali leur nom. Que faire? Il doit partir. Il s'engage alors dans un régiment de cavalerie basé en Tunisie. Atteint de maladie, il n'en reviendra jamais. Voilà.
famille Nozière n'est pas une famille riche. Le père de Violette travaille bien au PLM, mais il est conducteur de locomotive. Un chauffeur compétent, puisque c'est lui qui a conduit la fameuse locomotive Pacifique 231 qui tirait le train présidentiel. Malgré leur vie modeste, ses parents ont toujours choyé Violette. Mais dans le petit 2 pièces de la rue de Madagascar, elle étouffe. Chaque jour, ils se lèvent tôt, roulent seuls, dorment dans leur camion, parce qu'ils aiment leur métier qui est indispensable. Elle est étouffée, c'est la raison pour laquelle elle a songé à échapper à ce climat qu'elle ne supportait plus. Les gens qui changent de vie là, tu es pauvre parce que tu es riche là. Tous ces fugres du quartier latin, elle partait le soir tout doucement à pas feutré après avoir fait sa petite belote avec son papa et sa maman, et elle partait comme ça, et elle rejoignait ses copains du quartier latin où elle faisait la fête, complètement la fête. Elle était, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une femme libérée, elle était plus que libérée. Violette aurait voulu être cette jeune fille riche, désinvolte et sans problème, comme le personnage qu'elle s'invente au quartier latin. Elle veut s'acheter les robes, les manteaux, les parures qui brillent dans les vitrines et au boulevard. C'était une mythomane. Un jour, elle disait à ses amis qu'elle était fille d'un général, un autre que son père était millionnaire, un autre qu'il était ingénieur au PLM, à la compagnie de chemin de fer, et pour tenir son rang, eh bien, il fallait qu'elle, plus souvent qu'à son tour, c'était elle qui payait les tournées dans les cafés, qui payait le cinéma, le restaurant, etc. C'était un tempérament généreux, on peut dire ça à sa décharge. Elle a besoin d'argent, et pour assouvir ses désirs, elle vole. D'abord les économies de ses parents, puis dans les boutiques. Mais elle va encore plus loin. Elle pose nue pour des photos d'art et n'hésite pas à vendre son corps. Elle était un peu portée sur les messieurs très rassis. Ils étaient un petit peu avides de serre fraîche. Alors elle voulait bien donner sa serre fraîche, mais contre la monnaie sonnante et trébuchante. Sur son parcours, c'était environ les grands boulevards. Et il se promenait comme ça, un peu esselé, et voilà. Bon, c'est la prostitution si on veut, mais enfin, c'était pas tous les jours, c'était pas systématique. Pourquoi Violette vit-elle une double vie? Rien dans son enfance ne laisse présager une telle tragédie. Adulée par sa mère, elle mène une vie agréable et sans problème. Bonne élève, elle passe à 12 ans son certificat d'études. Précoce, à 13 ans, elle semble en avoir 16 et elle commence à s'intéresser aux garçons. En 1927, elle reprend ses études à l'école Sophie Germain, mais aussi ses rencontres avec les garçons. Le lycée Charlemagne est à 2 pas. Son comportement choque de plus en plus, et en juin 1931, la directrice de l'école demande que Violette ne revienne plus l'année suivante. Le conseil de classe est unanime, paresseuse, sournoise, hypocrite, dévergondée, un exemple déplorable pour ses camarades. Les voisins des Nozières interdisent à leur fille de fréquenter cette coureuse. Violette n'a qu'une seule vraie amie, Madeleine de Bie, Maddy, avec laquelle elle fait les 400 coups. La jeune fille délurée a auprès de ses parents un tout autre comportement. Tendre et affectueuse avec sa mère et prévenante avec son père, elle partage le soir la sempiternelle partie de belote ou, quand sa mère est accaparée par les tâches ménagères, le tournoi de jaquette dont son père raffole. Un bonheur apparent qui vole en éclats après l'acte insensé de Violette. En septembre 1933,
Lorsque cette dernière est confrontée à sa mère, elle se met à genoux et lui demande pardon. « Je te pardonnerai lorsque tu seras morte », lui répond sa mère. Voilà. Germaine Nozière, qui adorait sa fille, lui voue alors une haine farouche. Les accusations d'inceste que porte Violette envers son père ne vont rien arranger. Germaine se porte partie civile. Dans le procès, elle sera contre sa fille. Ah. En 1933, la crise économique fait rage. En France, la misère est partout. En Allemagne, Hitler s'est emparé du pouvoir. En France, l'affaire Violette Nozière défraye la chronique. La presse se fait l'écho des accusations abominables envers son père. Dans l'opinion publique, deux camps s'affrontent. Ceux convaincus du parricide contre les autres offusqués par l'inceste. Il me semble que tout l'intérêt de cette affaire criminelle est dans cette question de l'inceste. Alors, comment a été reçue cette parole accusatrice du père? Eh bien, c'est une indignation unanime qui a accueilli ces propos, et on voit, quand on lit le corpus de presse, on voit l'étendue du tabou de l'inceste. Il ne faut pas en parler, et donc ça n'existe pas. Et donc la parole de Violette Nozière, elle est jugée monstrueuse. À la fois, elle a commis un crime monstrueux, et sa parole est jugée monstrueuse, et finalement, elle redouble le parricide. C'est comme si elle tuait son père une seconde fois. Les partisans de la culpabilité de Violette sont les plus nombreux, et lors de son arrivée au palais de justice pour être entendue une nouvelle fois par le juge Lanoir, elle est accueillie par des insultes et des cris. La foule au bord de l'hystérie hurle à mort. Et je pense qu'il faut vraiment mesurer à quel point le crime de Violette Nozière a été hors norme pour comprendre le retentissement de cette affaire au cœur des années 30. Alors, d'abord, c'est un parricide. Et le parricide, c'est un crime qui est au sommet de la hiérarchie criminelle. Et puis, comment a-t-elle commis son crime? L'empoisonnement est un crime réputé lâche, qui implique une trahison, puisque on empoisonne à l'intérieur de la famille, le poison ne se voit pas, donc il implique de l'hypocrisie, etc. Donc c'est un crime qui, dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, est véritablement chargé d'horreur. Et puis par ailleurs, il y a le contraste entre l'énormité du crime et, pour le coup, la personnalité de Violette, qui est une jeune fille, qui est à la fois donc une femme et une enfant. C'est à la fois l'âge et le sexe. Il y a la préméditation, il y a l'insensibilité de Violette, qui, en fait, au lendemain du crime, est allée danser. Donc voilà, ça c'est des détails qui ont paru constituer un crime proprement monstrueux. L'instruction va durer 4 mois, jusqu'en janvier 1934. Alors qu'on accuse Violette de vol et de prostitution, elle explique que son argent vient d'un mystérieux protecteur prénommé Émile. La description qu'elle en fait est succincte. Âgé d'une 60aine d'années, il est de taille et de corpulence moyenne, il a les cheveux blancs, une moustache taillée à l'américaine. Il serait industriel, marié et père de 3 enfants. Hélas, elle ne connaît pas son nom. Il me donnait 3000 francs par mois, ajoute-t-elle. Lorsque le juge Lanoir lui fait remarquer qu'elle ne donne pas suffisamment d'indices pour le retrouver, elle ajoute qu'il possède une voiture de marque Talbot, de couleur bleue. Les policiers se lancent alors à la recherche d'Émile. 160 000 voitures ont été déclarées depuis 2 mois dans le département de la Seine. Parmi elles, 33 Talbot dont les propriétaires se prénomment Émile. 8 sont âgés de 55 à 70 ans. 2 correspondent physiquement à la description. Émile Michelet et Émile Idelfinger.
mais la voiture de ce dernier est de couleur gris taupe. Il ne reste que Michelet. Quand les policiers présentent la photo à Violette, elle déclare tranquillement « Je n'ai jamais vu ce monsieur ». Est-ce encore un mensonge de Violette? En tout cas, l'énigmatique monsieur Émile ne sera jamais retrouvé. L'instruction se poursuit et Violette continue à évoquer. 17 surréalistes ont composé un recueil qui paraît en décembre 1933. On y trouve les signatures d'André Breton, René Char, James Mohamed, Salvatore Dali, si tu regardais ma page, Monia, je connais seulement. Magritte, Alberto Giacometti. Mais je vais te répondre. Si tu prenais le temps de regarder ma page, tu vas voir quelque chose que tu ne poses plus ce genre de questions. Parce que vous ne regardez pas mes pages. Oui. La vidéo dont tu parles, si tu regardes bien ma page, tu vas la retrouver là-bas dedans. C'est moi la première personne à la mettre. Tu m'entends? C'est la dernière fois, quand je mets quelque chose, de venir me poser des anciennes questions. Est-ce que tu as vu la vidéo de Yacouba? C'est moi qui aime cette vidéo. Tu entends? Vous êtes les Zembouk. Donc jusqu'à tu m'appelles pour ça. Hein? Tu m'appelles pour me dire que j'ai vu la vidéo. Est-ce que tu as regardé ma page pour voir s'il y a ça dedans? Parce que vous êtes nombreux. Allez la foutre de ma page. Si tu regardes bien ma page, tu vas voir que j'ai cette vidéo-là dans cette page. Tu as vu la vidéo de Yacouba. Venez toujours. De tout, si je bloque, hein. Je bloque de tout, c'est à vie. Tu ne m'apportes rien. Tu ne me sers à rien. Et bien d'autres intellectuels. Ce recueil rassemble 8 textes poétiques, 8 dessins, avec en couverture la photographie de Man Ray, représente un bouquet de violettes fraîches, par-dessus la lettre N brisée, donc l'initiale du père. Que dit la couverture? La couverture dit le viol et dit l'inceste. Hein? L'initiale brisée du père, la fraîcheur, l'innocence saccagée. Hein? Donc voilà, les surréalistes disent Violette a dit vrai. Et ils dénoncent le tabou de l'inceste. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si on compare le texte de presse et le texte poétique, hein, c'est que là où la presse parle au figuré, fait des périphrases, ne dit jamais l'inceste, ne dit jamais viol, mais dit cette monstrueuse accusation, etc., hein, eh bien, les surréalistes emploient un langage très cru. Hein, le petit papa qui violait. Donc, des mots très crus pour dénoncer l'inceste, et en dénonçant l'inceste, c'est toute la société. Hein, une société des pères, une société de l'autorité, une société des vieux, hein, que dénoncent les surréalistes. Pourtant, cette pression des intellectuels et des artistes ne fera pas varier la conviction du juge danois, ni d'ailleurs de l'opinion publique. Le 10 octobre 1934, 14 mois après le crime, le procès commence. Malgré l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, perpétré à Marseille par les oustachis croates Dante Pavelic, une tragédie internationale dont les journaux vont faire leur gros titre, la foule se bouscule au palais de justice pour assister au débat et voir l'empoisonneuse. Lorsque Violette Nozière fait son entrée, un silence impressionnant règne dans la salle. Le procès intervient 1 an après le crime. Il y a eu tout un personnage monstrueux et diabolique qui a été construit dans l'opinion, hein, pendant tout le temps de l'instruction. Alors, quand le procès démarre, il y a beaucoup d'attentes. On a envie de voir Violette Nozière. Et bien, Violette Nozière déçoit. On s'attendait à une femme fatale, si vous voulez, hein, à la ténébreuse empoisonneuse. La ténébreuse empoisonneuse. On a une jeune femme de 19 ans, fatiguée par la prison. Tout à fait ordinaire. À la lecture de l'acte d'accusation, Violette ne fera pas varier la conviction du juge danois, ni d'ailleurs de l'opinion publique.
1934, 14 mois après le crime, le procès commence. Malgré l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, Les gens n'écoutent pas Alexandre, ils aiment le Congo-ça. croate Dante Pavelic, Ils sont le une Congo-ça. tragédie internationale dont les journaux confèrent leur gros titre, Voilà. la foule se bouscule au palais de Le justice Congo-ça. pour assister au débat et voir l'empoisonneuse. Lorsque Violette Nozière fait son entrée, un silence impressionnant règne dans la salle. Le procès intervient 1 an après le crime. Il y a eu tout un personnage monstrueux et diabolique qui a été construit dans l'opinion pendant tout le temps de l'instruction. Alors, quand le procès démarre, il y a beaucoup d'attentes. On a envie de voir Violette Nozière. C'est pas Violette Nozière déçoit. On s'attendait à une femme fatale, si vous voulez, à la ténébreuse empoisonneuse. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a une jeune femme de 19 ans fatiguée par la prison. Tout à fait ordinaire. À la lecture de l'acte d'accusation, Violette reste immobile, son visage est pâle et fermé. Le président père s'adresse à Violette. Accusé, levez-vous. C'est un des traits de votre caractère que le goût du mensonge. Vous avez longtemps menti à vos parents, à vos amis, à vos amants. Aujourd'hui, vous êtes devant ceux qui vont vous juger. Êtes-vous décidé à dire la vérité? Oui, monsieur, répond Violette. À l'évocation du crime, lorsque le président évoque le moment fatidique où ses parents ont bu la potion mortelle, Violette pousse un cri rauque et s'écroule sur le sol en hurlant. Elle était évacuée et le médecin du palais lui fait une piqûre pour la calmer. Le lendemain, le moment que Violette redoute le plus arrive. Sa mère se présente à la barre. On va dire qu'il y a eu deux moments particulièrement forts dans le procès de Violette Nozière. Le premier, c'est la venue de sa mère, qui a survécu donc au crime, qui a survécu donc à l'empoisonnement et au gaz, puisque Violette avait ouvert le gaz pour parachever son meurtre, son double meurtre. Mais bon, sa mère a survécu, et tout le monde se rappelait qu'elle avait eu des paroles très, très lourdes pour sa fille. Elle avait dit qu'elle lui pardonnerait quand elle serait morte, sur son lit d'hôpital. On s'imaginait évidemment que la mère allait arriver, demander un châtiment terrible pour sa fille, mais pas du tout. C'est l'inverse qui se produit, c'est une mère éplorée qui pardonne à sa fille devant les spectateurs médusés, qui demande pitié pour son enfant au procureur et au président et au juré. Donc voilà, un retournement de situation absolument qu'on n'aurait pas du tout prédit quelques jours, même quelques heures plus tôt. À la fin de la déposition de Madame Nozière, le président demande à Violette si elle a quelque chose à dire. Celle-ci se tourne alors vers sa mère en criant « Maman, maman !» Sa mère se tourne vers sa fille et lui tend les bras. « Violette, je ne peux pas oublier que tu es ma fille. Ce que tu as dit de ton père est faux et atroce, mais je ne peux pas oublier que tu es mon enfant. » Lorsque Germaine Nozière quitte la salle, en passant devant les jurés, elle les supplie une dernière fois. « Pitié, pitié pour mon enfant. » Les témoins se succèdent sans que de nouvelles révélations voient le jour. Alors, arrive le temps des plaidoiries. Maître Boitel, l'avocat de la partie civile, réitère le message de Madame Nozière et demande aux jurés d'avoir pitié de son enfant. Mais le réquisitoire de l'avocat général est redoutable. Le crime de Violette Nozière est de ceux qui écartent de la pensée et du cœur la moindre pitié et la moindre indulgence. Je vous demanderai, messieurs les jurés, de prononcer la peine capitale. Maître de Vézine-Larue, l'avocat de Violette, sait qu'il ne peut plus grand-chose. Dans sa plaidoirie, il essaye d'accabler ses parents, qui
qui l'ont poussé à rechercher un idéal qui ne lui était pas accessible, la laissant se pervertir dans le milieu corrupteur du quartier latin. Il conclut en disant « La responsabilité appartient à ceux qui ont l'autorité, car ils ont le devoir de s'en servir. C'est pourquoi les parents de Violette Nozière sont les premiers responsables des fautes de leur fille. Je vous demande de beaucoup pardonner à l'enfant. » Qui a été arrêté par des hommes, qui a été interrogé et entendu par des hommes, qui a été défendu par des hommes, qui a été jugé par des hommes. Parce qu'on est à une époque où les femmes sont exclues du monde judiciaire. Il y a des avocates, mais il n'y a pas de femmes magistrats, il n'y a pas de femmes jurées. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un élément important. Donc, si vous voulez, Violette, elle a été condamnée par une justice d'homme et par une justice de père. Je crois que, voilà, une justice des pères a lavé Nozière. Hein, voilà. A proclamé l'innocence du père. Violette est enfermée à la Petite Roquette, dans une cellule éclairée jour et nuit au 2e étage, sous la surveillance de sœur Léonie. La prisonnière bénéficie du régime de faveur réservé aux condamnés à la peine capitale. Délivrée de toute obligation de travail, elle reçoit une bonne nourriture et a droit à une promenade de 45 minutes par jour. Le 6 décembre, Maître Vézine-Larue a introduit un recours en grâce auprès du président de la République, Albert Lebrun. À cette époque, les femmes n'étaient plus exécutées. La grâce est accordée le jour de Noël et la peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 14 janvier 1935, un convoi de 14 femmes, enchaînées les unes aux autres, quitte, à l'aube, la maison d'arrêt de la Roquette pour la centrale de Haguenau, dans les Vosges. Violette fait partie du convoi. La centrale de Haguenau ressemble à une forteresse. 4 bâtiments en grès des Vosges, entourés d'une enceinte de plusieurs mètres d'épaisseur. L'endroit est sinistre. Les 14 condamnés sont enfermés dans J'ai allumé la régie aujourd'hui. Des cages à poules, en raison de leur plafond entièrement grillagé. Toutes les portes des cages se ferment en même temps grâce à une immense barre de fer cadenassée à chaque extrémité. Toutes les prisonnières sont soumises au silence total. Bonjour. Aucun échange ne leur est permis. Elles sont face à face avec elles-mêmes. Je crois qu'il faut rappeler que les conditions de détention étaient infiniment plus dures alors qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'abord, les remises de peine étaient rares et condamner à perpétuité, ça voulait vraiment dire, la plupart du temps, terminer sa vie en prison. D'autre part, le travail était obligatoire, les conditions de détention extrêmement spartiates. Violette Nozière, qui a à peine 20 ans, et qui a pour perspective de passer tout le reste de son existence dans cet univers, commence à purger sa peine. Et quelques semaines après son arrivée à Haguenau, il lui arrive quelque chose qui va bouleverser sa vie. Elle retrouve la foi. Au cours de la messe dominicale à la chapelle de la prison, brusquement, elle expérimente ce qu'on appelle une métanoïa, c'est-à-dire une conversion totale de son être, et cette foi va lui rendre la paix avec elle-même, va l'aider à supporter sa vie très dure, et va l'aider à se réconcilier avec son passé. Violette est une détenue modèle, et très vite, elle devient l'exemple de la prison. Son avocat vient la voir régulièrement, mais aussi sa mère, qui fait un éprouvant voyage tous les mois jusqu'à Haguenau. « Je sais que Violette a besoin de moi, dit-elle.
En octobre 1937, 4 ans après son crime, Violette envoie une lettre à sa mère dans laquelle elle se rétracte officiellement de toutes les accusations qu'elle a portées contre son père. Elle déclare qu'il ne s'agissait de sa part que d'odieuses inventions pour essayer de se disculper. Et tu as tué pourquoi alors? La Violette de 1937 n'a plus grand-chose de commun avec celle de 1933. Les années passent, et le 10 mai 1940, 7 mois après la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne, Hitler lance ses armées sur les Pays-Bas, la Belgique et la France. Violette est transférée à la centrale de Rennes. C'est une autre femme. C'est une autre femme, une prisonnière modèle. Malgré une santé très mauvaise, elle est irréprochable sur le plan de la discipline, de l'ardeur au travail. Et elle parle autour d'elle de si un jour elle sort de prison, elle pourrait devenir religieuse. Elle attire l'attention des aumôniers de prison, qui sont des dominicains, et par un heureux hasard, le père Sertillange, un célèbre philosophe dominicain, connaît personnellement le maréchal Pétain, chef de l'État français, qui en 1942 lui accorde un cadeau inestimable. Il ramène sa peine à 12 ans de prison. Le 6 août 1942, Violette n'a plus que 3 ans à faire. Elle change de statut. Elle cesse le travail qu'elle effectuait à la lingerie pour se mettre au service, après une rapide formation, du greffier comptable de la prison. Une rencontre qui va changer sa vie. Ce greffier a un fils, Pierre, âgé de 23 ans. Violette en tombe amoureuse. Les sentiments sont réciproques. C'est une fille extraordinaire, dira-t-il à son père. Le 29 août 1945, Violette Nozière, ex-détenue matricule 9517, est libre. Elle franchit les lourdes portes de la centrale de Rennes, accompagnée par un jeune homme souriant qui porte sa valise, Pierre Granier, avec lequel elle va se construire une nouvelle vie. Libre, Violette était interdite de séjour dans une 60aine de départements. Le 15 novembre 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, signe le décret de grâce levant l'interdiction de séjour prononcée à l'encontre de la condamnée. Une grâce qui doit beaucoup au travail de maître Vézine-Larue, qui n'a cessé depuis 12 ans d'œuvrer dans l'ombre pour essayer d'adoucir la peine de Violette. Grâce à ses interventions, 3 chefs d'État se sont penchés sur son dossier et ont exercé leur droit de grâce. Le président Albert Lebrun en 1934, Philippe Pétain en 1942 et Charles de Gaulle en 1945, faisant de l'affaire Violette Nozière un cas unique dans les annales judiciaires. La jeune femme, qui a 30 ans à sa sortie de prison, se marie le 16 décembre 1946 à Neuvy-sur-Loire. Une partie du village est hostile à la parricide. La cérémonie se fait à la sauvette et le couple part s'installer en région parisienne, accompagné par la mère de Violette, qui ne la quittera plus. Le personnage de Violette Nozière s'inverse complètement. On avait l'empoisonneuse, puisqu'on a la mère nourricière. Et ça, c'est fabuleux, parce que pourquoi la figure de l'empoisonneuse est si importante dans l'imaginaire du crime, et pourquoi c'est une figure qui terrifie, c'est parce que l'empoisonneuse est le contraire de la femme, pensée comme nourricière. Et là, Violette, elle a 5 enfants, et elle s'est consacrée à l'éducation de ces 5 enfants. Violette était une jeune oisive dans le quartier latin. Elle est devenue une travailleuse acharnée. Violette et son mari achètent un hôtel-restaurant dans l'Orne. Une affaire qui font fructifier pendant plus de 10 ans. C'est une réussite. Malheureusement, en 1961, Pierre, son mari, décède des suites d'un accident de voiture. Courageuse, Violette continue seule à élever ses 5 enfants et tenir son fonds de commerce.
Le 18 mars 1963, Violette reçoit un coup de téléphone de maître Vézine-Larue. Ce dernier lui annonce triomphalement que la cour de Rouen a pris un arrêt prononçant sa réhabilitation. C'est la première fois dans les annales de la justice française que l'auteur d'un crime de droit commun est réhabilité après avoir été condamné à la peine capitale. Que Violette Nozière a été réhabilitée ne veut pas dire qu'elle ait été considérée comme innocente du crime pour lequel elle a été condamnée. La réhabilitation efface la peine. C'est-à-dire que dans le casier judiciaire, il n'y aura pas mention de sa condamnation. Et Violette Nozière, si vous voulez, a, disait-elle, voulu protéger les enfants de son secret, puisque ces enfants n'étaient pas du tout au courant de la première vie de leur maman. Le casier judiciaire de Violette est vierge, mais cette même année, elle est atteinte d'un cancer. Mais qu'est-ce qui se passe encore là? Oh, il n'y a pas de son. Le son pas, le son vient. Ah bon, hein? Quand il sort ça, tu me donnes, tu m'as payé une bière. Je vous manque à ça, quand je suis là-bas, je vous vois d'abord. Un coco, un mode. Oh, il n'y a pas de son. C'est pas vrai. Et puis c'est la fin. 20 ans. Pardonné par tous, Ouais, ben dis donc. Il n'y a pas de trucs comme ça. Bon, on ne saura jamais la chose qui s'est passée. Déjà avec mes frères comme moi, je n'aime pas de combien. Je sais l'année prochaine. Vengeance paranormale. Ah non, pas laisser. Dans Ouais. Je bois alors quoi maintenant? Ouh. On va mettre ça comme là. On prend 2 tramadol. Va dormir alors, mon Jean. Moi, je vais dormir un peu. Je bois le tramadol, je dors aussi. Parce qu'il n'y a que ça qui me soulage. Parce que quand je bois comme ça, ça m'emmène dans un sommeil profond. C'est ce que je peux faire.
Les crimes. Ah, le crime abominable des sœurs, papa. Bon, on va regarder ça. Hey, maman. Ça fait mal, hein. Parce que moi, je dors avec la télé. Viviane Markel. Tu dis quoi? Ayo, payo. Cancer. Musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffet, la chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. Savez-vous quel est le point commun entre la poste, les logements sociaux, la redynamisation des centres-villes, l'aide aux entreprises? En 1933, au Mans, le meurtre particulièrement monstrueux de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève va bouleverser l'opinion publique. Christine et Léa Papin, les deux bonnes, avouent rapidement le crime. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les deux sœurs à accomplir un acte aussi sauvage? Était-elle folle? Le monde de la psychanalyse s'est penché sur cette question. Pourquoi? Jacques Lacan évoque le délire à deux, l'une des formes les plus anciennes de psychose. La presse a émis l'hypothèse d'un geste symbolisant la lutte des classes, idée reprise par de nombreux intellectuels, notamment chez les surréalistes. L'affaire a inspiré de nombreuses créations littéraires et artistiques. Jean Genet, avec sa pièce Les Bonnes. Jean-Paul Sartre. Jean-Louis Bory. Jean Vauthier. Nikos Papatakis. Paul Éluard et bien d'autres ont disserté sur ce sujet. En 2000, Jean-Pierre Denis réalise le film Les Blessures assassines, avec Sylvie Testu et Julie-Marie Parmentier dans les rôles de Christine et Léa Papin. Mais personne n'a réussi à répondre de manière satisfaisante à la question « Pourquoi un tel acharnement sur le corps des deux victimes ?» Le 2 février 1933, au commissariat central du Mans, M. Lancelin et son gendre, M. Renard, viennent signaler une situation qui les préoccupe. M. Lancelin habite tout près, 6 rue Bruyère. Malgré la présence de sa femme, de sa fille et de leurs 2 domestiques, personne ne répond aux coups de sonnette et aux appels des 2 hommes. Le verrou est poussé de l'intérieur et M. Lancelin ne peut pas ouvrir la porte. Bon, j'ai plus de tramadol. Moi, je regarde mes émissions. C'est que quand je prends les tramadol là, normalement, quand je prends ça comme ça, c'est pour aller voir les choses bizarres là-bas. Je n'ai pas le choix. Parce qu'au moins, ça calme la douleur, quoi. Aïe. Aïe. Aïe.
On vous a dit comment appeler la danser. Ça va pas, non? Un peu pour me dire quoi. Max, relax. Oui. C'est qui? Oui. Oui, allô? Tu m'appelles à 3 heures du matin pour me demander si ça va. Tu m'envoies, tu me vois sur Facebook. Bonne journée, pardon. Parce que déjà... Là, tu ne peux même pas. Même que là, les 3 heures, là que ça tire, que ça tire, ça gratte, je ne peux même pas gratter, je ne peux pas tirer, je ne peux rien faire. Je dis que ça tourne à l'intérieur, je dis que ça, j'ai vu une tortue, que moi, je suis parti chercher la tortue ici. Sérieux, j'en ai pas le choix. Aïe. Bon, je vous laisse pas que tout le monde commence à agir. À tout à l'heure.